Bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Brut au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec Philippe Juvin qui est donc chef des services d'urgence de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je vais vous poser quelques questions, mais il y a aussi ceux qui nous regardent qui pourront en poser, donc n'hésitez pas. Cette première question, Emmanuel Macron a hier donc annoncé de nouvelles mesures. Est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux sanitaires en cours? Alors quand le président a pris la parole, c'est vrai que le discours était très riche parce qu'il a évoqué beaucoup de choses. Moi je trouve que le discours de Macron a été bien complété par celui du ministre de l'Intérieur. Et les propositions du ministre de l'Intérieur sont claires. La philosophie, elle est sans ambiguïté. Ce qu'on vous demande, c'est simple, c'est de ne pas vous balader, de rester chez vous, d'avoir le moins de contacts possible. Donc je pense que c'est à la hauteur. Ouais. On voit ce matin des images de transports en commun avec encore énormément de monde. C'est là où on se pose des questions parce que justement on parle de mesures restrictives. Alors elles rentrent en vigueur à midi, mais est-ce que de ce côté-là aussi, du côté des transports en commun, il n'y a pas des choses aussi à faire? Je pense d'abord qu'il va y avoir quelques heures et quelques jours de mise en route. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne passe pas d'une minute à l'autre à une situation où on est totalement libre de faire ce qu'on veut, à une situation où on est restreint. Donc je pense que les gens vont s'adapter. L'adaptation, en tout cas je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Il y a ces questions qui se posent ce matin sur l'entrée en vigueur de ces mesures. C'est de se dire on était obligé d'arriver à ça pour... Oui, en fait il faut comprendre que quand on a une épidémie de ce genre face à un agent infectieux pour lequel on n'a pas de traitement, il y a en gros deux manières de faire cesser une épidémie. Je parle d'une épidémie qui est une vraie épidémie, c'est-à-dire quelque chose de très contagieux, ce qui est le cas là. Il y a deux manières de faire. Soit vous laissez la population acquérir le virus. Tout le monde tombe malade, et puis il y a un moment où, quand la moitié de la population est tombée malade, eh bien l'épidémie régresse, et puis quand elle est arrivée à 75% de la population, il n'y a plus d'épidémie. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a absolument rien, aucun médicament, et qu'on est dans un pays qui n'est pas capable d'édicter des règles de confinement. C'est ce qui se passait au Moyen-Âge avec la peste. On attendait que les gens soient malades, il y a ceux qui devaient mourir, mouraient, et puis les autres, peu à peu, guérissaient, etc., etc. Et puis il y a une deuxième technique, et évidemment si vous faites ça, vous avez des services d'urgence qui sont débordés, vous avez des morts, etc., etc. Et puis il y a une deuxième technique, c'est celle que le gouvernement a mise en œuvre, et il a bien fait, c'est de dire aux gens, on va casser les chaînes de contamination, on va faire en sorte que la population ne s'infecte pas. Et si elle est infectée, qu'elle garde le virus pour elle et qu'elle ne le redonne pas aux voisins. On en est où au niveau de l'hôpital Georges Pompidou? Combien de malades sont actuellement traités? Alors il y a tous les jours plusieurs malades qui viennent nous voir parce qu'ils ont des symptômes plus ou moins graves. Il faut bien savoir, et ça c'est un élément d'assurance, c'est que quand vous prenez toute la population qui a le virus, d'abord probablement la moitié de la population qui est malade ne sait pas qu'elle est malade. Elle est comme vous, comme moi, elle circule, elle n'a aucun symptôme, mais elle est contagieuse. Et puis dans les 50% des gens qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des signes, il y a probablement plus de 80% des gens qui ont des signes très banaux, une fatigue, une toux, parfois même quelques maux de ventre, etc. Et ce n'est qu'une toute petite partie, heureusement, qui a des formes très graves et qui parfois peut décéder. Alors vous allez me dire, si c'est une toute petite partie, pourquoi on en fait des tonnes? On en fait des tonnes parce que d'abord on est face à un virus qu'on ne connaît pas. Il y a 4 mois, on ne connaissait pas ce virus, donc c'est un agent émergent. On ne sait pas comment il peut évoluer. Et deuxièmement, c'est une maladie extrêmement contagieuse, c'est-à-dire que potentiellement beaucoup de monde peuvent l'avoir. Et même un petit chiffre de complications, un petit pourcentage de complications sur une grande population, eh bien potentiellement ça fait beaucoup de gens potentiellement très très malades, voire qui meurent. Là vous avez combien de personnes dans un état grave ici à l'hôpital? Alors ça varie en fait des réanimations. Il y a des villes de France qui sont submergées, je pense à Mulhouse où toute leur réanimation est pleine de patients graves. Ils ont d'ailleurs même plus suffisamment de lits d'après ce qu'on sait. C'est le cas dans d'autres villes de l'Est, je pense à Colmar en particulier. Et puis nous à Paris, on a en fait 2 hôpitaux qui se sont remplis très rapidement de patients graves parce que c'est d'abord là où on les a envoyés préférentiellement. Il y a quelques semaines ici, nous avons reçu le premier patient grave. Vous savez, c'était ce vieux monsieur chinois de 80 ans qui malheureusement finalement est décédé, dont on a parlé dans la presse. Il est arrivé ici et nous l'avons transféré, nous ne l'avons pas gardé dans notre réanimation, nous l'avons transféré à l'hôpital
la Salpêtrière, parce que à l'époque, il y avait 2 hôpitaux qui récupéraient tous les patients très graves, Bichat et la Salpêtrière. Et je sais qu'à Bichat, leur réanimation est déjà très très pleine. Nous, ici, les choses sont plus calmes parce que nous allons probablement remplir l'hôpital secondairement. On a un patient qui est arrivé dans une situation très préoccupante cette nuit. Cette nuit, donc un nouveau cas de coronavirus qui est arrivé cette nuit. Justement, d'un point de vue épidémique, on en est où? On voit justement cette courbe en Italie qui ne cesse d'augmenter malgré ces mesures de confinement il y a une semaine. Ouais. Le pic, il est à atteindre quand? On le craint quand en France? En fait, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas trop. Ce que je peux vous répondre, c'est en regardant ce qui est arrivé aux Chinois. En fait, les Chinois, le premier cas détecté, c'est le 7 décembre. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe, une épidémie, et ils en détectent l'origine, c'est un marché aux animaux, le 31 décembre. Donc 7 décembre, 31 décembre. Et nous sommes donc 7 décembre, janvier, février, mars, nous sommes à un peu plus de 3 mois et ils sont sur une courbe descendante. En fait, la courbe a fait comme ça, a monté comme une colline et redescend. Et là, chez les Chinois, on est en phase toute descendante. Donc, vous voyez, les Chinois, ils sont à 3 mois et demi et ils sont en train de s'en sortir. Alors, combien de temps ça va durer chez nous? Si c'est comme les Chinois, nous, notre premier cas, il a 1 mois. Donc, je vous dis, dans 2 mois, on sera en phase de récupération si on connaît la même évolution. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que là, sur les prochains jours, ça ne va pas cesser d'augmenter Alors oui, probablement, sauf si on arrive à confiner suffisamment les gens pour qu'il y ait des ruptures de contamination, de barrières de contamination. Et quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous risquez de le contaminer si vous-même vous êtes malade. En revanche, si vous restez chez vous, vous ne contaminez personne et vous allez guérir la plupart du temps tranquillement au bout de quelques jours, on va dire 2 semaines. Et quand vous serez guéri, eh bien, vous n'aurez contaminé personne d'autre. Donc c'est ça qui est très important, c'est de notre capacité à faire en sorte que chaque patient reste chez lui confiné et n'affecte pas une autre personne. C'est grâce à ça que le chiffre peut s'arrêter de monter puis baisser. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le nombre de patients que l'on décrit tous les jours, vous savez, tous les jours on dit il y a X cas de coronavirus. En réalité, c'est un chiffre qui est purement indicatif, mais qui est faux. C'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que, pour 2 raisons. D'abord, on ne teste pas tout le monde. Et la deuxième raison, c'est que la moitié des patients sont asymptomatiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous vous souvenez de cette affaire du Diamond Princess, c'est le bateau japonais. Voilà. En fait, le Diamond Princess a un intérêt au plan médical, même si c'est évidemment tragique pour ceux qui ont perdu la vie sur ce bateau, mais c'est un intérêt, c'est que c'est un lieu clos, quasi expérimental. Et donc, les Japonais ont étudié tous les gens qui étaient sur le bateau. Ils ont fait des tests à tout le monde pour savoir s'ils étaient malades ou pas, qu'ils aient des signes ou pas. Et ils ont montré qu'à quelques unités près, je crois que c'était 299 personnes étaient malades avec des signes et de mémoire 322, donc le même chiffre, étaient porteurs du virus, mais ne présentaient pas de signes. Et donc ça prouve, dans un modèle expérimental quasi parfait, que 50% de la population infectée ne présente aucun signe, mais est contagieuse. Et c'est un des sujets qui est préoccupant parce que c'est la partie immergée de l'iceberg et on ne sait pas vraiment combien il y en a. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gens peuvent ne pas souffrir de ces symptômes, mais d'un autre, ça rend la détection plus compliquée. Absolument. Ça veut dire qu'on peut être porteur du coronavirus en étant totalement sain et en bonne santé, enfin en bonne forme en tout cas. Alors vous avez raison, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre que globalement c'est une maladie qui fait qu'il y a statistiquement peu de gens qui vont mourir de la maladie, même si c'est évidemment suffisant, c'est terrible pour la famille à qui ça arrive et les patients eux-mêmes. Mais comme il y a un très grand nombre de ces gens, eh bien, 1% sur beaucoup de patients, ça fait beaucoup de cas quand même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a eu ce chiffre hier d'environ 6500 personnes détectées du coronavirus sur le sol français depuis le début de cette crise. Est-ce qu'on aurait du coup une courbe qui permettrait de dire il y en a, 5 fois plus, 10 fois plus? Ce serait Alors, quoi? c'est très difficile de vous répondre, et je ne fais que des hypothèses, il faut être extrêmement prudent. Si on dit qu'il y en a 6500 détectés, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y en a au moins 6500 qui n'ont pas été détectés. C'est le modèle du Diamond Princess dont je vous parlais il y a 2 minutes. Donc le double.
Mais c'est plus complexe que ça, parce qu'aujourd'hui, si vous venez dans mon hôpital et que vous avez une simple toux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous examiner, je vais m'assurer que vous n'avez pas de complications de cette toux et que celle-ci n'est pas en train de montrer un état en fait plus grave. Et puis, je ne vais pas vous faire de prélèvement dans le nez pour vous rechercher le virus. Je vais simplement vous recommander de rentrer chez vous avec un masque. Ce masque, de le porter dès que vous rencontrez quelqu'un et surtout de rencontrer le moins de personnes possible. Donc de rester 14 jours à votre domicile, calfeutré. Ne dormez pas dans la même chambre que la personne avec qui vous vivez. Ayez des rapports les plus éloignés possibles. Bref, de vous confiner. Mais ces gens-là, ils ont peut-être le virus. Mais je ne le sais pas puisque je n'ai pas fait le prélèvement. Et bien tout cela, il faut les ajouter aux 6500 qui sont en fait des cas qui, eux, ont eu le test et qui sont positifs. C'est-à-dire qu'on ne teste plus systématiquement? On n'a jamais testé systématiquement pour deux raisons. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai une petite idée, mais première raison, c'est que quand vous avez une simple toux, je vous dis rentrez chez vous, que je vous teste ou pas. Qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, si vous n'avez pas le coronavirus, vous avez peut-être une autre virose pour laquelle il faut aussi vous mettre à l'abri. Et comme je n'ai pas de médicament spécifique, au fond que j'ai la certitude que c'est ça, ne change rien pour vous. Sauf quand même, c'est vrai que chez vous, ça serait plus facile de savoir si vous l'avez ou pas vis-à-vis de votre vie quotidienne. Mais bon, au point de vue de la santé. Et puis, il y a le deuxième sujet, c'est que la grande difficulté de ce type de pathologie, c'est la désorganisation du système de santé. C'est-à-dire que nous devons absolument faire en sorte de continuer à pouvoir prendre normalement en charge les patients du coronavirus, mais tous les autres aussi. Dans les urgences, là, il y a des gens qui arrivent avec des infarctus, des péritonites, des fractures, parce qu'ils sont tombés. Et ceux-là, il faut continuer à les traiter. Et donc, si nous sommes submergés, eh bien, on n'y arrivera pas. Eh bien, le test, c'est pareil. Si on fait faire un test à toute la population française, nos lignes de test, les laboratoires vont être encombrés et n'arriveront pas à tester les cas qui sont les plus urgents. Parce que ça prend un peu de temps, justement. Un test, comment ça se passe, justement? C'est-à-dire, vous arrivez sur place, on vous fait quoi exactement? C'est très simple, un test. En fait, vous voyez un coton-tige qu'on met dans les oreilles, c'est la même chose, en un peu plus fin et surtout beaucoup plus long. Donc c'est un grand bâton grand comme ça, avec un petit coton au bout. Et je vous l'introduis dans une narine, au fond de la narine. Alors c'est pas douloureux du tout, c'est pas super agréable. Et puis je fais 2-3 mouvements pour gratter au fond de la narine. Je le ressors et je le mets dans un tube que je ferme. Un premier emballage, un deuxième emballage. On ferme tout ça, on envoie ça au laboratoire. Et le laboratoire recherche au fond, sur ce petit coton, qui était donc au fond de votre nez, la trace du passage du virus. C'est comme ça le test. Et ce test, il prend du temps. On a le résultat en 24 heures en général, à peu près. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a des moyens peut-être plus simples de pouvoir... Alors, il y a certaines personnes qui proposent des moyens plus simples, mais les moyens plus simples, en réalité, c'est pas que ça soit plus simple, c'est simple, on sait le faire, il n'y a pas de doute. La question, c'est, est-on capable de le faire massivement? C'est ça le vrai sujet. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organisme qui dépend de l'ONU et qui s'intéresse aux questions de santé, a émis une recommandation hier soir. Et il va falloir qu'on l'étudie avec sérieux en disant qu'il fallait tester. C'est ça leur mot d'ordre, tester les gens. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand vous savez que vous avez le coronavirus, eh bien, vous êtes plus enclin à suivre des règles de confinement, d'isolement sérieusement que si on vous dit vous l'avez peut-être et il faut rentrer chez vous. Donc cette question du test, je pense, va devenir importante dans les jours qui viennent. Cette question de Samir dans les commentaires qui nous dit « Bonjour, savons-nous combien de temps le virus reste-t-il présent dans l'organisme ?» On a une idée, on n'a pas de certitude. Ce qu'on sait, c'est que la durée d'incubation, c'est-à-dire le moment où vous rencontrez le virus, où il entre dans votre corps et où vous allez commencer à être malade, c'est-à-dire présenter des signes, quand vous êtes malade, vous avez bien compris, ça varie de 2 à 12-13 jours. Ça, c'est la première partie de la maladie. Vous ne savez pas que vous êtes malade parce que le virus est dans votre organisme et commence à faire son petit travail de sape. Au bout de 2 à 12 jours, moyenne 4,5 jours, vous êtes malade. C'est-à-dire que vous mettez à tousser, à cracher, parfois des difficultés respiratoires et puis parfois des choses plus graves. Heureusement, beaucoup plus rares, mais ça arrive. Et bien ça va durer à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines.
Et puis au bout de 2 semaines, le virus aura probablement disparu. Mais comme on ne fait plus de tests pour savoir s'il a disparu ou pas, je ne sais pas bien vous répondre. Donc il faut compter, on va dire 3 semaines au total, 3 à 4 semaines au total, puisque si vous avez une incubation de 12 jours et une maladie effective de 14, ça vous fait un mois en fait. Donc par exemple, on a Noël dans les commentaires qui nous dit si au bout de 14 jours une personne atteinte est guérie, à quel moment n'est-elle plus contagieuse? Difficile de répondre à cette question. C'est encore un peu tôt? Ouais. Non, je vais vous dire des bêtises, mais si vous êtes guéri au bout de 14 jours, quelles mesures à prendre? Il est probablement plus raisonnable de continuer à être extrêmement prudent, c'est-à-dire à distance de quelqu'un, se laver les mains. Évidemment, il faut continuer au moins une dizaine de jours après, mais il faut bien comprendre que il faut aussi continuer ça parce que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a aussi le virus. Vous voyez, et il y a quelques cas décrits de réinfection. C'est-à-dire des gens qui l'ont eu une première fois, qui sont guéris, et puis qui semblent rechuter. Alors on parle de réinfection. Est-ce que c'est un nouveau virus qui est rentré ou est-ce que c'est le même en réalité qu'ils n'étaient pas guéris? Ça, on le saura plus tard. Mais il y a un petit doute sur la réinfection possible. On a vu ces images qui ont fait beaucoup réagir ce week-end de personnes dans des parcs, des marchés bondés, en disant bon, on va le payer. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que c'est les conséquences des mauvais comportements qu'on a pu voir ce week-end? Elles se verront quand concrètement dans le nombre de cas, dans la contamination d'autres personnes? D'abord, j'espère qu'elles ne se verront pas et qu'il n'y a pas eu trop de transmission. Nous espérons toujours, nous nous préparons à une vague de patients, mais nous espérons que la vague ne vienne pas. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est un peu le désert des Tartares, cette affaire. On espère que ça ne va pas arriver. Si je vous parle d'une incubation de 2 à 12 jours, si quelqu'un a attrapé le virus dans un dimanche, eh bien, il saura s'il est malade aujourd'hui, puisque c'est 2 jours plus tard, ou dans 10 jours. Ça veut dire que concrètement, les mesures qu'on est en train de mettre en place, on en verra le résultat au bout de combien de temps vraiment concrètement? Parce que c'est vrai qu'on... Les mesures de confinement? De confinement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, par rapport à ce que vous m'expliquez, la durée d'incubation, enfin la durée justement où on ressent potentiellement les premiers symptômes, elle peut être de 2 à 10-12 jours, c'est ça? Ça, c'est la durée de la maladie. La question de savoir si le confinement produit des effets, oui, il produit des effets. On l'a vu en Chine, il y a des effets. Ils ont eu une diminution réelle du nombre de cas alors qu'ils étaient en situation épidémique extrêmement inquiétante. Ils ont eu des effets au bout de 1 mois et demi, 1 mois et 1 mois et demi de confinement. Donc le président de la République a parlé de 15 jours. Il faut s'attendre à ce que ces 15 jours soient prolongés. Bon, de façon raisonnable, ce serait combien de temps qui serait nécessaire? Il faut bien comprendre qu'en fait, personne ne le sait. On tâtonne, tout le monde tâtonne. Quand il y a des gens qui vous assurent que ça va durer 3 semaines, 1 mois et demi, ce sont des hypothèses. On peut penser, 15 jours, ça sera évidemment insuffisant. Peut-être qu'1 mois ou 1 mois et demi, c'est plus raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, la fermeture des transports en commun, le fait par exemple même de dire aux gens, même travailler, il ne faut plus le faire, il faut faire du télétravail à 100%, sauf pour les professions comme les vôtres, est-ce que c'est vraiment la prochaine mesure pour vous? Alors, moi je pense que plus on en fera, mieux ça sera. Mais il faut aussi comprendre le président de la République. Il ne peut pas tout arrêter. Parce que quand vous arrêtez tout, vous créez une crise économique, vous créez du chômage, et ça a aussi des effets sur la santé. C'est-à-dire qu'on sait que la pauvreté, ça a des effets sur le chômage. On sait que quand vous ne vous occupez pas des personnes âgées qui sont chez elles, eh bien il y en a qui vont souffrir de cette affaire et peut-être même mourir. Donc la décision qu'a prise le président est très très compliquée. Il faut comprendre qu'il est dans une situation d'une complexité infinie. Donc attention à ne pas le juger. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous fermez tous les transports en commun, comment fait le personnel de l'hôpital pour venir travailler? Comment fait le personnel des gens qui travaillent dans les magasins qui vous donnent à manger? Parce que vous allez quand même continuer à manger. Mais il n'y a pas que les médecins et les infirmières qui doivent continuer à travailler. Et il n'y a pas que les médecins et les infirmières de l'hôpital. Il y a tous les professionnels de santé de la ville, et tous ceux qui ont les magasins d'alimentation, les usines qui vous fournissent de l'eau, de l'électricité, du gaz. Tout ça, c'est pas le téléphone qui participe à la sécurité de la nation, les policiers, les pompiers. Tous ces gens-là doivent continuer à travailler. Les administrations. Si vous allez dans votre mairie pour demander de l'aide, il faut bien qu'il y ait du monde pour y répondre. Donc,
c'est très complexe, c'est impossible de mettre une nation à l'arrêt. Simplement, il faut la mettre à l'arrêt le plus possible. Et donc, il est probable que des activités qui ne sont pas absolument essentielles à la bonne marche de la nation, celle-ci, elle devrait arrêter. On a vu parfois certaines critiques dans la gestion de cette crise de dire finalement on voit cette situation en Italie, on aurait selon certaines estimations peut-être une semaine de décalage entre l'Italie et la France, ça reste à modéliser, et de se dire finalement quand l'Italie a pris ces mesures, pourquoi on n'a pas anticipé de prendre ces mesures qu'on prend aujourd'hui, finalement de les prendre il y a une semaine pour permettre d'éviter peut-être que dans une semaine ou 10 jours on se retrouve avec une courbe encore plus exponentielle. Vous savez, c'est la même raison pour laquelle, pour la grippe, on a un vaccin qui est certes relativement efficace, mais enfin qui est efficace et qui permet d'éviter des morts chaque année. Et pourtant, il y a très peu de population française qui se vaccine. Voilà. Donc c'est la même raison pour laquelle nous sommes collectivement inconséquents d'une manière chronique. Il y a des questions qui se posent par rapport à propos des cas jeunes déclarés. Oui. C'est vrai qu'on a souvent cette idée jusqu'à maintenant de voir que ce sont des personnes très âgées qui en décèdent, Oui. mais on a pu comprendre que dans les services de réanimation, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient plus jeunes. Alors, il est vrai il va y avoir des patients jeunes qui vont de 20 ans, qui vont développer des formes graves de réanimation. C'est une certitude. Mais ça va rester la minorité quand même. Je crois qu'actuellement, on est à une médiane d'âge en réanimation de 60 ans. Donc ça signifie quand même que la moitié des patients de réanimation ont moins de 60 ans, certes. Mais les études chinoises, qui maintenant ont 3 mois de recul, c'est quand même un sacré avantage, parce qu'on apprend d'eux, montrent quand même qu'on est sur une population qui est plutôt âgée, majoritairement, très majoritairement, qui a des maladies associées, essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète, également un peu les infections respiratoires chroniques, moins en fait que la grippe proportionnellement. Mais c'est vrai qu'ils ont des patients jeunes, mais ça ne va pas être la majorité. Simplement, il ne faut pas penser que les jeunes sont totalement à l'abri, c'est faux. Mais ils ne sont pas la majorité. On entend beaucoup, je vois beaucoup de questions justement sur la durée de vie du virus, mais dans l'atmosphère. Est-ce que par exemple on peut avoir un virus qui passe dans l'air? On parle souvent des climatisations, même par exemple sur une table, sur des documents ou autres, des vêtements. Alors il y a 2 choses peut-être qu'il faut distinguer. Dans l'air, il y a quelques arguments des gens qui pensent qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une aérosolisation du virus. Il peut se balader. Donc de l'importance chez vous d'aérer les pièces. Il faut aérer les pièces. Et c'est une des raisons qui fait que le risque de contamination est particulièrement grand quand vous êtes plusieurs dans une pièce fermée. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les taux de contamination les plus importants. Il y a plusieurs études qui sont assez concordantes pour montrer que ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire la capacité pour un seul malade à contaminer plusieurs personnes, en moyenne il est 3, donc un malade contamine 3 personnes, mais c'est une moyenne. Mais quand vous vous concentrez sur les situations de zones closes, c'est-à-dire des pièces, des églises, des réunions de famille, on a des taux d'attaque qui sont jusqu'à 35%. C'est-à-dire vous dînez avec vos copains, vous êtes dans une salle fermée, eh bien une personne malade, même s'il ne le sait pas, peut contaminer 35% de la pièce. Donc il y a un vrai sujet, là-dessus. Alors maintenant le virus sur les tables, etc. Oui, le virus il ne meurt pas tout de suite. Combien de temps? Ça, il y a une querelle de virologues, je n'entrerai pas dedans, mais il n'est pas impossible que le virus, pendant plusieurs heures, reste sur la table sur laquelle vous avez posé vos grosses mains sales de patients infectés. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, sans arrêt. Ce qui a aussi fait réagir, c'est parfois le changement de discours, parfois au niveau des épidémiologistes, au niveau des chefs de maladies infectieuses, qui il y a quelques semaines étaient assez rassurants et qui aujourd'hui ont pris un discours parfois même très alarmiste. Pourquoi cette évolution en l'espace de quelques jours? Alors d'abord parce qu'on apprend tous les jours, c'est une maladie nouvelle qu'on connaît pas, qu'on ne connaissait pas il y a 4 mois, il faut quand même bien le savoir, même si on connaît d'autres coronavirus, en fait on ne savait pas. Et puis parce qu'on a pris conscience du danger, et parce qu'aussi on trouve que la maladie est extrêmement contagieuse. C'est ça la caractéristique de celle-ci. Et qu'en France, on a vu apparaître des foyers qui sont très graves. Mulhouse, c'est très grave. C'est vraiment très grave. En Alsace, c'est grave. La preuve, c'est que les Allemands ont même fermé la frontière pour éviter qu'on ne passe chez eux. Et notre crainte, c'est que l'épidémie aille dans des zones autres, par exemple des zones très peuplées, où là, il y a une concentration très importante d'habitants. Ce qui est un peu le cas en Ile-de-France, notamment. Ce qui est un peu le cas en Ile-de-France.
en particulier. Mais encore une fois, nous tirons la sonnette d'alarme parce que nous voulons que les gens soient prudents. C'est-à-dire que je prie à la fois tous les jours pour que rien n'arrive, que nous nous soyons trompés. Voilà. Mais quand je vois l'évolution de la courbe chez les voisins, je me dis qu'on va avoir la vague. C'est pour ça que nous avons une obligation de vous dire, nous pensons qu'il y a un danger. Donc voilà, donc on prend juste 2-3 questions avant de conclure ce live. Je regarde un peu les commentaires. Je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux. Il y a plus de 32 000 personnes qui regardent ce live aussi matinal. On essaie de faire justement des lives pédagogiques avec justement des... Lavez-vous les mains et essayez de sortir le moins possible et aérer chez vous. Il y a des questions qui se posent justement, est-ce que les bébés peuvent être contaminés? Alors tous les enfants peuvent être contaminés, oui, les enfants peuvent être contaminés. Ils peuvent être aussi, et c'est une raison pour laquelle on a fermé les écoles, des porteurs sains, c'est-à-dire des enfants qui ont le virus, qui le passent à leurs parents et leurs grands-parents. Et c'est pour ça qu'on a fermé les écoles, qui sont des lieux évidemment clos par excellence. L'idée de limiter les interactions sociales, c'est ce qui revient aussi dans les commentaires. On a entendu hier ce chiffre qu'on a environ 50 interactions sociales par jour. L'idée, c'est de les diminuer le plus possible. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, surtout quand vous êtes en zone close, une pièce, il y a un vrai sujet de danger. On a parlé beaucoup de la question des animaux. Il y en a certains qui ont cette crainte dans les commentaires. Alors on n'a pas d'argument pour penser que les animaux domestiques puissent être malades. Moi j'ai rien à vous dire là-dessus. Moi j'ai un chien et un chat, et ils vont bien. La mutation du virus, elle est régulièrement évoquée aussi. Alors il a déjà muté par définition quand il est passé de l'animal à l'homme. Vous savez, c'est un virus qui est chez l'animal en réalité. Il est passé de la chauve-souris à chez nous. Donc par définition, il fallait une mutation. Il a déjà muté. Il est suffisamment dangereux comme ça sans qu'on ait besoin de se préoccuper d'une mutation nouvelle. Les conditions météorologiques qui pourront être plus favorables peut-être dans les prochaines semaines, enfin qui devraient normalement l'être. Certains espèrent que le beau temps va casser le virus. C'est ce qui arrive parfois. Il y a certains virus qui sont saisonniers. Vous voyez, le virus de la grippe qu'on a tous les ans, c'est fin de l'automne, début de l'hiver. Puis après, il disparaît. Il disparaît à la fois probablement pour des raisons météorologiques, mais aussi parce que les gens sortent et sont moins en contact l'un avec l'autre et ne se rencontrent pas. Mais en fait, on ne sait pas répondre à la question, parce qu'il y a des virus qui ont des saisonnalités inversées. Par exemple, le virus H1N1, qui est un virus dont on a beaucoup parlé il y a 10 ans, lui, il est apparu au printemps. Donc, on peut l'espérer, rien n'est certain, et en tout cas, ça serait pas très sérieux de ne tabler que là-dessus. Une réaction dans les commentaires, je suis en colère contre ceux qui ont décidé de quitter Paris pour venir en province. Est-ce que justement vous avez peut-être des recommandations à faire parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette annonce du confinement, on sait que la région Île-de-France est devenue hier la région où il y a le plus de cas de coronavirus. Ouais, est-ce que n'allez pas, imaginez que vous ayez le virus et que vous allez aller voir vos parents ou vos grands-parents en province. Vous allez aller les infecter, tout ça est idiot. Non, il faut rester chez soi. Est-ce que le maintien des municipales était bien raisonnable sur le premier tour pour vous? Moi, je crois qu'il ne faut plus en parler. Elles ont eu lieu. Le président, jeudi, il a eu des conseillers qui lui ont dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de danger. Il a suivi le conseil de ses conseillers. Et je pense que les polémiques sont vaines. Maintenant, ce qui est très bien, c'est qu'on ait décidé, après le premier tour, de ne pas faire le second. Voilà. Quel conseil on doit prendre, nous, en tant que journalistes aussi? On sait qu'il y a des plateaux télé, il y a beaucoup de choses où on reçoit beaucoup de monde. C'est pas le cas chez nous, mais en télévision, c'est des endroits de forte affluence. Oui, je pense qu'il faut éviter. Non, c'est pas ça. Moi, je leur conseille à vos confrères, sur un plateau télé, essayez d'éloigner les gens de plus d'1 mètre ou 2 mètres, les uns des autres. Et puis aidez-nous à rassurer la population, parce que, en fait, il faut bien comprendre qu'on est face à une épidémie qui est très contagieuse, qui a un taux de mortalité qui n'est pas la peste, c'est pas Ebola, c'est pas le MERS coronavirus, d'autres coronavirus qui avaient un taux de létalité de 25 ou 40%. Là, on est, d'après les Chinois, entre 1 et 3%. C'est peut-être un peu moins d'ailleurs, on va dire entre 1 et 3%. Certes, la grippe, c'est moins, c'est beaucoup moins, mais 1 et 3%, c'est 1 et 3%, c'est pas 30% de mortalité. Et aidez-nous l'information est importante, il faut que vous nous aidiez à empêcher que des gens racontent n'importe quoi. J'ai vu des gens qui disaient qu'en prenant tel régime alimentaire, on allait guérir, enfin tout ça. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il ne faut pas rencontrer d'autres individus pour ne pas se le passer. Et un vaccin, on ne l'aura pas tout de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parfois de nouvelles positives en disant on a peut-être isolé ceci, cela, mais il faut du recul. Écoutez, le vaccin, on l'aura d'ici 1 an, on va dire. Il faudra le produire, en plus tout le monde va en vouloir. Donc ça va prendre un peu de temps. Il faut le fabriquer, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais. Le virus peut revenir après une première phase. Vous savez, il y a eu un premier coronavirus très grave. C'était il y a 20 ans, le SARS.
avec un taux de mortalité important. On était à 30 ou 40%. Et puis brutalement, il a disparu. Il a disparu brutalement. Là, on a combien de pourcents en mortalité aujourd'hui, même si on est entre 1 et 3%, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un taux de mortalité, c'est un nombre de morts, qu'on identifie bien là, cette fois-ci, divisé par un nombre de cas. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le vrai nombre de cas, on ne connaît pas. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, le coronavirus, le SARS, qui était très très grave, c'était il y a 20 ans, qui a touché la Chine en particulier, a disparu quasiment du jour au lendemain. Les maladies, justement, il y a beaucoup de personnes, peut-être pour résumer, qui parlent de maladies de diabète, quand on a des maladies respiratoires et autres, on est beaucoup plus sujet à l'avoir et il faut peut-être prendre des précautions, c'est ça? Oui. Enfin, encore plus. Alors, les patients qui sont fragiles, les pathologies du cœur et de la tension artérielle élevée, le diabète, les pathologies respiratoires et puis les cancers, ce sont des 4 pathologies, il faut que les gens se mettent un peu à l'abri. Pour conclure, deux questions. À quoi s'attendre dans les prochains jours? Et ensuite, peut-être le message que vous voulez peut-être adresser à ceux qui nous regardent, les conseils et aussi à ceux qui vous soutiennent et autres. Enfin, voilà, peut-être un petit message que vous voulez leur délivrer ensuite. Écoutez, à quoi il faut s'attendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut en revanche s'y préparer. On s'est préparé, nous, à l'arrivée de nombreux patients. J'espère qu'ils ne viendront pas. Et s'ils ne viennent pas, on nous dira, ah là là, vous en avez trop fait. Mais on sera bien content que ça n'arrive pas. Et puis, les conseils, ils sont simples, on vous les a dit. Sortez pas de chez vous, limitez vos interactions sociales, ne dormez pas dans la même chambre que quelqu'un qui est potentiellement malade. Prenez des nouvelles de vos parents et de vos grands-parents par téléphone. N'allez pas les voir pour les contaminer, mais ne les laissez pas seuls, parce qu'il ne faudrait pas que cette affaire fasse qu'on retrouve des gens âgés qui sont morts tout seuls parce que personne ne s'en est occupé chez eux. Et puis, aidez-nous, nous, le personnel hospitalier, mais aussi le personnel de santé en ville, je pense à tous les médecins de ville. Aidez-nous à ne pas désorganiser le système, c'est-à-dire que quand vous avez un petit problème de santé microscopique, eh bien pour une fois, vous n'allez pas venir aux urgences nous encombrer, vous allez consulter votre médecin, votre pharmacien, donner des conseils à votre infirmière, mais essayez d'épargner les hôpitaux, les services d'urgence. Et vous aider, c'est aussi en ayant des comportements plus responsables? N'écoutez pas les fausses nouvelles, ne les véhiculez pas. Les fameux faux traitements qui circulent, enfin, on lit tout, ça ne sert à rien. Essayez de tenir, parce que en fait, si la vague arrive, le vrai sujet, c'est pas le nombre de patients. En fait, on est un pays, on a de la ressource. C'est le nombre de patients en même temps. Comprenez que si, par exemple, nous sommes à l'hôpital Pompidou là, ce matin, pendant l'heure qui vient, j'ai 100 personnes qui arrivent, on va être submergé. En revanche, si ces 100 personnes arrivent réparties sur 2 mois, eh bien moi je saurais les prendre en charge sereinement et parfaitement bien. Donc tout le sujet il est là, il faut étaler la vague. Merci beaucoup Philippe Juvin. Je dis pour ceux qui nous regardent actuellement que nous serons en direct à la mi-journée, donc à midi, pour justement cette mise en place de ces mesures de confinement, des mesures restrictives qui vont commencer à être mises en place donc à la mi-journée où il y aura des contrôles et autres. On sera donc en direct. Je vous invite donc à activer les notifications en live pour notre prochain direct qui aura lieu donc à la mi-journée. On sera à Paris pour vous montrer un peu comment ça s'organise, comment ça se passe et aussi continuer ce travail pédagogique de vous donner toutes les dernières informations, les conseils, la situation, tout simplement comment elle évolue. Et puis on va continuer d'essayer de faire des rendez-vous qu'on a pu faire avec vous parce que l'idée justement aussi sur Brut, c'est d'essayer de vous faire comprendre un peu ce qui se passe avec des personnes qui sont dans la gestion de cette crise, que ce soit d'un point de vue ministériel, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les laboratoires de recherche ou autres. On va continuer de le faire justement pour vous informer, pour prendre le recul nécessaire pour que vous puissiez avoir toutes les informations et donc notamment ce passage important à la mi-journée où on sera en direct pour pouvoir vous faire vivre ces événements, mais surtout vous les faire comprendre du mieux possible en vous expliquant comment ça se passe, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de ne plus faire à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie encore sincèrement d'avoir pris du temps au nom de tous ceux qui regardent ce live, qui sont très nombreux et qui vous remercient pour ces explications extrêmement claires. Merci beaucoup Monsieur Juvin. Et très bonne journée à vous, on se retrouve très vite.